Les astéroïdes ne sont pas aussi rares sur notre planète que nous ne le pensons. Environ 17 000 d'entre eux nous rendent visite chaque année. Tu en as même probablement vu au moins un dans ta vie. Par exemple, si tu as déjà vu une étoile filante. Elle laisse derrière elle des queues brillantes alors qu'elles traversent l'atmosphère terrestre. Bien sûr, elles ne sont belles que dans le ciel. Si elles atteignaient le sol, les conséquences seraient désastreuses. Heureusement pour nous, la plupart d'entre elles explosent entre 50 et 80 km au-dessus de la surface terrestre. Leur masse est trop faible pour qu'elles puissent supporter un tel voyage jusqu'au bout. La plupart d'entre elles demeurent donc inoffensives pour autant que nous soyons concernés. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Commençons par les plus petits, les astéroïdes de moins d'1 mètre de diamètre. Ils ont à peu près la taille d'un enfant et ils sont trop petits pour causer de réels dégâts. Le plus souvent, ils explosent dans l'atmosphère sans même atteindre les couches inférieures. Mais dans le même temps, ils projettent à chaque fois des tonnes d'énergie en se désagrégeant. Les astéroïdes de 4 à 5 mètres de diamètre, c'est la taille d'une girafe ou d'un mammouth de l'ère glaciaire. Ces météorites de plus grande taille nous parviennent moins souvent, une fois tous les ans et demi environ. Comme les précédentes, elles ne constituent heureusement pas une menace sérieuse, mais elles projettent beaucoup plus d'énergie. Ceux de 9 mètres maintenant, soit la hauteur d'un immeuble de 3 ou 4 étages. Ils nous rendent visite une fois tous les 10 ans, et là, ça commence à devenir sérieux. Ils projettent une onde qui pourrait détruire une ville entière. Je pense que tu comprends à quel point les conséquences seraient catastrophiques si un tel astéroïde touchait la Terre. 20 mètres à présent. Autrement dit, un immeuble avec de nombreux étages. Ils se plaisent à visiter la Terre une fois tous les 60 à 70 ans. Bonne nouvelle, ceux-ci explosent à 19 km au-dessus du sol. L'énergie qu'ils dégagent suffirait à raser une région entière s'ils touchaient le sol. Mauvaise nouvelle, un tel astéroïde nous a déjà rendu visite récemment, et les conséquences ont été sévères. Tout s'est passé dans une ville du nom de Tcheliabinsk. Le 15 février 2013, vers 9h20, heure locale, le gigantesque astéroïde a commencé à ralentir dans l'atmosphère terrestre, puis s'est brisé en petits morceaux à 23 km au-dessus du sol. Ces morceaux ont ensuite volé dans différentes directions. L'onde de choc a brisé toutes les vitres de la ville et endommagé de nombreux bâtiments, incluant habitations, commerces et écoles. Il a fallu du temps pour tout réparer et l'ampleur de cette destruction aura été considérable. On a ainsi déploré jusqu'à 1615 blessés, mais fort heureusement, aucune perte humaine. Tout du moins, sommes-nous en sécurité pour le moment. Le prochain astéroïde de ce type ne devrait nous atteindre que dans les années 2070-2080. Et personne n'est capable de prédire où il atterrira pour l'instant. Passons maintenant à un plus gros gibier. Un astéroïde de 90 mètres. C'est la hauteur de la Statue de la Liberté avec son piédestal. Un tel colosse ne se présente que tous les 4500 ans. Et voici le premier astéroïde de notre liste qui pourrait littéralement s'écraser sur Terre. Les dommages seraient évidemment considérables. Non seulement il serait capable de démolir une ville entière, mais il pourrait aussi incendier les zones voisines. Certaines personnes ont même été témoins de l'impact d'une telle météorite sur notre planète. La célèbre météorite de la Tunguska est la plus grande catastrophe due à un astéroïde à laquelle on n'ait jamais assisté. Tout s'est produit le 30 juin 1908 en Sibérie orientale. La météorite était éclatante, comme un second soleil, et les gens ont ressenti une vague de chaleur lorsqu'elle s'est approchée de la Terre. Elle a explosé près de la rivière. Heureusement, toute la région était entourée de taïgas et il n'y avait pas de grande ville à proximité. Mais malgré tout, la vague de chaleur a instantanément carbonisé de nombreux arbres. De graves incendies de forêt se sont déclarés. Le bruit de l'explosion a été entendu à des centaines de kilomètres à la ronde et toutes les fenêtres se sont brisées sur des dizaines de kilomètres alentour. L'orage magnétique qui a résulté de cette collision a duré 5 heures. Les conséquences ont été véritablement dantesques, mais peut-être que ce n'est pas la pire chose qui attend l'humanité. 999,42 Apophis, 370 mètres de diamètre. C'est un peu plus grand que la Tour Eiffel. Cette météorite, découverte par les scientifiques en 2013, sera notre prochain invité. Des collisions d'une telle force se produisent une fois tous les 100 000 ans environ, et celle-ci s'approche inexorablement. La force d'une telle explosion est comparable à celle de l'éruption catastrophique du volcan Krakatoa en 1883. Et cette éruption est considérée comme l'une des plus destructrices de l'histoire. Elle a provoqué un terrible tsunami,
165 communes ont été rayées de la carte et 132 autres ont été gravement endommagées. Les populations du monde entier ont pu ressentir les conséquences de cette éruption, du moins dans une certaine mesure. Un tel astéroïde laisserait un cratère de 5,6 km, et c'est ce qui nous attend dans un avenir lointain. Mais pas de panique pour l'instant. En 2070, la météorite se trouvera toujours à près de 280 millions de kilomètres de nous. Elle a encore un très long voyage devant elle. Nous sommes donc en sécurité au moins pour les 100 ans à venir, voire davantage. De plus, notre planète a déjà survécu à des cataclysmes encore plus graves. 1 km de diamètre, c'est plus haut que la plus haute tour du monde, le Burj Khalifa de Dubaï. De pareils impacts se produisent une fois tous les 500 000 ans, et nous ne savons pas exactement quand une telle collision a eu lieu pour la dernière fois. Notre planète est recouverte à 70% d'eau. Si ces météorites tombaient dans l'océan, il serait extrêmement difficile d'en retrouver les traces. Mais on peut en imaginer les conséquences. Une vague résultante aurait balayé un hémisphère tout entier. Le cratère aurait un diamètre d'environ 15 km. Ce serait un véritable désastre. Le dernier événement d'une telle ampleur s'est produit il y a 26 à 28 millions d'années. Il s'agit de l'éruption du supervolcan, la Garita, situé dans le sud-ouest du Colorado, aux États-Unis. Il s'agit de l'un des événements supervolcaniques les plus puissants de toute l'histoire. Au cours de cette monstrueuse éruption, une grande partie de l'état actuel du Colorado a été détruite. Les scientifiques ne savent toujours pas jusqu'où ces cendres se sont répandues. Mais il y a bien eu une météorite encore plus importante dans l'histoire de l'humanité. Les conséquences de cet impact ont été irréversibles pour toute une espèce animale. Je pense que tu sais de quoi je veux parler. La météorite de Chicxulub. La chose qui a fait disparaître les dinosaures de la surface de la Terre. Cela s'est produit il y a environ 66 millions d'années. De telles collisions se produisent en général tous les 500 millions d'années. Le diamètre de la météorite de Chicxulub était de 20 km. Elle était si haute que lorsqu'elle a touché le sol, son sommet atteignait encore la stratosphère. Il suffit de regarder le cratère de 200 km de diamètre laissé par cette météorite pour comprendre à quel point elle était immense. Lorsqu'elle est entrée en collision avec la Terre, des millions de tonnes d'énergie ont été libérées. C'est un cataclysme inimaginable. La météorite est tombée à un angle très prononcé, soulevant un gigantesque nuage de poussière et de composés toxiques qui s'est répandu dans le monde entier. Cette poussière ne représentait qu'une couche très fine, mais aussi une masse combinée de 50 000 milliards de tonnes. L'onde de choc a balayé toute la planète. Elle a provoqué plusieurs tremblements de terre. Les volcans ont successivement commencé à entrer en activité. Des incendies de forêt ont éclaté à travers le globe. La quantité de suie et de monoxyde de carbone libérés dans l'atmosphère est impossible à estimer. La Terre a été privée de la lumière du Soleil pendant plusieurs jours. Et l'obscurité a régné sur toute la planète. Les plantes ne produisant plus assez d'oxygène, il n'y avait rien à respirer. La température sur les continents et dans les mers a chuté en moyenne de 10 à 32 degrés. Cela semble horrible, n'est-ce pas ? Et bien sûr, elle a provoqué l'une des plus grandes extinctions de l'histoire de la biosphère terrestre. Étonnamment, la Terre a pu se remettre d'un tel cataclysme. Cet événement est devenu le repère démarquant les ères mésozoïques et cénozoïques. Ceux qui se demandaient encore comment cette petite météorite a-t-elle bien pu anéantir tous les dinosaures ont sans doute maintenant compris pourquoi. La plus grande collision de l'histoire de notre planète n'a peut-être pas eu lieu avec une météorite, mais avec une planète entière. Cela se serait produit il y a plusieurs milliards d'années. Theia, du nom donné à cette hypothétique planète naine, se serait écrasée sur notre Terre, libérant une quantité incommensurable d'énergie, comparable à l'émission de millions de milliards de litres de carburant. La Terre se serait alors instantanément transformée en une gigantesque fournaise, et c'est cette collision qui aurait conduit à la création de notre Lune. Tout cela semble terrifiant, je sais. Enfin, espérons que ni toi ni moi ne verrons jamais rien de tel. Si un astéroïde comme Apophis frappait la Terre, nous serions détruits. D'immenses séismes secoueraient la Terre et des tsunamis inonderaient tout. Apophis, un corps céleste vieux de plusieurs milliards d'années, est présent dans le système solaire depuis sa création. Vous vous demandez sans doute quelle est la probabilité que ce gigantesque caillou entre en collision avec notre planète en 2029 ?
Eh bien, nous allons voir ça, d'accord? Apophis est un énorme astéroïde découvert en 2004 par l'Observatoire national de Kitt Peak en Arizona. Depuis, on dit de lui qu'il est l'un des astéroïdes les plus dangereux jamais localisés. Il fait environ 330 mètres de large. C'est un peu plus grand que l'Empire State Building ou la Tour Eiffel. C'est parce qu'il fait si peur qu'on l'a baptisé Apophis, du nom de la créature immortelle égyptienne qui apportait l'obscurité éternelle et la destruction. En 2021, les chercheurs ont eu l'occasion exceptionnelle d'étudier ce rocher flottant lorsqu'il est passé près de notre planète. Nous y reviendrons dans une minute. Certains scientifiques disent qu'il y a 2,7% de chances qu'Apophis frappe la Terre le vendredi 13 avril 2029. Ce serait l'effet Yarkovsky qui serait en cause, car il pousserait ce gros rocher spatial vers la Terre. Cet effet provient de l'émission inégale de photons thermiques, dont le résultat est une force inimaginable s'exerçant sur l'objet touché. Ces photons exercent une poussée immense et jouent un rôle essentiel dans la dynamique du corps en question. L'astéroïde possède deux faces, une sombre et une claire, tout comme la Lune. La face claire est tournée vers le Soleil et est plus chaude que la face sombre. Mais l'objet tourne lui-même, de sorte que ses faces changent constamment de direction et de température. Ces changements n'ont rien de bon, car ils poussent légèrement Apophis vers la Terre. Malheureusement, personne ne sait comment l'effet Yarkovsky influencera la trajectoire de l'astéroïde. D'autre part, lors du dernier passage de l'astéroïde près de la Terre en 2021, les astronomes ont utilisé des radars pour prendre des mesures précises de sa trajectoire, et ils ont pu conclure qu'Apophis passera à environ 3000 km de la Terre en 2029, et ne nous dérangera plus pendant au moins 100 ans. En général, tous les 8000 ans, notre planète est touchée par une étoile filante de dimension similaire à celle d'Apophis. La dernière fois que nous avons été frappés par un météore légèrement plus petit, c'était en 2013. Un nouvel engin spatial développé par la NASA, appelé OSIRIS-REx, a été lancé en 2016 pour collecter des échantillons sur un autre corps céleste légèrement moins terrifiant, Bennu. 4 ans plus tard, il a finalement atteint l'objet visé, a pris quelques échantillons, a rapidement dit au revoir à Bennu et est retourné vers la Terre. Les échantillons ont été stockés en toute sécurité dans une capsule déposée dans l'Utah. Jusqu'à présent, il s'agit de l'échantillon le plus significatif jamais prélevé sur un astéroïde. Après sa livraison, le vaisseau n'a pas perdu de temps et s'est lancé à la poursuite d'Apophis. Pour cette mission, OSIRIS-REx a été renommé OSIRIS-APEX et il joue actuellement à chatte avec Apophis. Avec un peu de chance, le 2 avril 2029, lorsque l'astéroïde passera près de la Terre, la sonde spatiale atteindra Apophis pour s'y poser. Elle restera dessus pendant 18 mois, collectant des informations précieuses et prenant des milliers de photos. L'astéroïde sera surveillé à l'aide de puissants télescopes. À un certain moment, Apophis sera trop près du Soleil, et c'est alors OSIRIS-APEX qui s'occupera de le surveiller. Si vous vivez en Europe, en Asie de l'Ouest ou en Afrique, vous faites partie des chanceux qui auront l'opportunité unique dans une vie de voir Apophis à l'œil nu. Il sera visible dans le ciel de ces régions en 2029, et ceux qui ont des télescopes pourront à nouveau l'apercevoir en 2036. OSIRIS-APEX va certainement rencontrer quelques problèmes, car l'astéroïde a une croûte épaisse, et l'engin spatial ne sera pas en mesure de collecter des données aussi facilement que sur Bennu. OSIRIS-APEX possède un propulseur unique qui soufflera toute la poussière d'Apophis lors de son atterrissage. Ce sera une occasion parfaite pour analyser la surface de l'astéroïde et pour voir de quoi il est fait. La sonde passera 1 an et demi à cartographier l'astéroïde en essayant de détecter des changements dans sa forme. Toutes ces recherches montreront comment le corps céleste se déplace et nous aurons une meilleure idée de comment protéger notre planète de tels objets. En 2025, la NASA va également lancer la mission Apophis Pathfinder et ce sera le premier vaisseau spatial à jamais toucher cet astéroïde. Il atterrira environ 1 an après son lancement. De plus, la NASA a proposé d'envoyer un essaim de petits engins pour permettre à l'humanité de développer des tactiques de protection efficaces contre les impacts d'astéroïdes.
Nous savons qu'Apophis provient de la ceinture d'astéroïdes principale située entre Mars et Jupiter. Au cours du dernier million d'années, ce corps céleste a changé de trajectoire en raison de l'influence considérable de la gravité de Jupiter. Maintenant, il semble favoriser davantage le Soleil, ce qui veut dire que cet astéroïde est très proche de la Terre. C'est pourquoi il est classé parmi les corps célestes voisins de notre planète. De nombreux tests ont été effectués pour trouver un moyen de s'occuper de ces astéroïdes. Parmi les solutions, il y a le forage et la détonation du corps spatial de l'intérieur, mais on teste aussi de nouvelles technologies, comme attacher des fusées afin de rediriger l'objet nuisible loin de la Terre. Nous pourrions également le frapper avec une force suffisamment puissante pour qu'il change de direction. Apophis est un astéroïde de type S composé de roches et de métaux, fer, nickel, etc., et qui ressemble à une cacahuète. Il peut nous en apprendre beaucoup sur le passé et aussi sur l'avenir. Les échantillons recueillis peuvent nous révéler comment la vie sur Terre a commencé et comment les plantes sont apparues. De nombreuses théories nous suggèrent que l'eau est arrivée sur notre planète grâce à un astéroïde ou une comète. Les astéroïdes sont comme de précieuses capsules temporelles. Contrairement aux roches terriennes, qui ont subi d'innombrables changements, comme l'érosion, la plupart des corps célestes sont intacts et beaucoup plus faciles à étudier. Quand des météores tombent sur Terre, ils sont recouverts de débris impossibles à nettoyer. Voilà pourquoi il est si important d'étudier Apophis dès maintenant. De plus, certains astéroïdes sont faits de métaux précieux, comme le platine. En ce moment, nous avons une forte demande en métaux destinés à l'industrie, et l'exploitation minière sur Terre est assez difficile. Un seul grand météore pourrait nous fournir en fer, en nickel, en or et en platine pour des millions d'années. Si Apophis contient tous ces métaux, il nous faudra le décomposer et le ramener sur Terre. Un seul astéroïde pourrait valoir des milliards de dollars. L'exploitation minière spatiale serait alors extrêmement rentable. Pourtant, cela nous coûterait plus cher de le ramener sur Terre que d'extraire ces matériaux ici. Avec le progrès technologique et le développement de nouveaux types de fusées, ce sera peut-être un jour possible. Donc, même si nous n'avons rien à craindre d'Apophis pendant encore une centaine d'années, il nous faut quand même savoir ce qui se passerait si un tel impact se produisait. Allez, avouez-le, vous voulez savoir. Eh bien, laissez-moi vous dire que vous entendriez un énorme bruit et que vous sauriez qu'une catastrophe est arrivée même à des kilomètres de distance. Il vous faudrait partir de chez vous immédiatement. Peu après l'impact, de violents séismes se produiraient et les immeubles tomberaient comme d'eux-mêmes. Se tenir à l'écart des villes serait probablement la meilleure chose à faire. Mais il ne faudrait pas fuir en voiture. Il y aurait d'énormes embouteillages et tout le monde paniquerait. Vous déplacer à pied ou à vélo serait votre meilleure option dans ce scénario. Un moyen de transport privilégié serait l'avion. Du coup, si vous avez toujours rêvé d'obtenir votre brevet de pilote, vous avez maintenant une bonne excuse. Il vous faudrait aussi prendre de quoi manger et de quoi boire, et une paire de chaussettes en plus. Vivre près de l'océan ou de la mer est agréable. Mais dans ce scénario, il n'y aurait pas pire endroit. D'énormes vagues frapperaient en effet les côtes après l'impact. Loin de la zone d'impact, les tsunamis pourraient en prendre jusqu'à 30 heures pour arriver. Ça vous laisserait un peu de temps pour vous préparer. Nous volons devant les planètes de notre système solaire. Nous passons devant Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Puis nous traversons les ténèbres de l'espace au-delà des limites de notre monde. Nous avons atteint notre destination. Voici le nuage de Oort. Il s'agit d'une région hypothétique entourant notre système solaire et qui compte une multitude d'astéroïdes et de blocs de glace. C'est probablement ici que la plus grande comète de l'histoire de l'humanité a vu le jour. Et maintenant, elle se dirige vers le Soleil. Bernardinelli Bernstein a été découverte tout à fait par hasard pendant une enquête sur l'énergie noire, dite Dark Energy Survey. Nos télescopes étaient pointés vers les régions les plus reculées de l'espace. Leur objectif principal était de mieux connaître le processus d'expansion de l'univers. Les astronomes souhaitaient également dresser une carte plus détaillée de l'univers observable. Les scientifiques ont analysé plus de 80 000 images et ont trouvé un objet en mouvement. Il était dangereusement proche de notre planète. Et sa taille de 100 km était impressionnante. C'est à peu près la largeur du lac Michigan. C'était une comète déjà active avec une longue queue. Généralement, la queue des comètes se forme à l'approche du Soleil. La chaleur de l'étoile réchauffe la surface de la comète et les matériaux légers comme la glace commencent à s'évaporer.
Cela forme un nuage de vapeur et de poussière qui s'étend bien au-delà de la comète. Mais Bernardinelli-Bernstein était trop éloigné du Soleil pour commencer à se réchauffer. Cela signifie que sa surface a une composition différente. Elle pourrait être composée de monoxyde de carbone solide, ce qui augmenterait sa luminosité. C'est probablement la raison pour laquelle on est en mesure de l'observer depuis la Terre avec nos télescopes. Nous pouvons comparer Bernardinelli-Bernstein à la plus grande météorite qui soit jamais tombée sur Terre. Il y a environ 66 millions d'années, notre planète a été frappée par une météorite d'environ 10 km de large. L'onde de choc provoquée par cette collision a fait plusieurs fois le tour de la Terre, engendrant des tsunamis plus impressionnants que les plus grands des gratte-ciel. Et l'énergie de l'explosion a mis le feu à de vastes régions. Presque toutes les créatures vivantes, y compris les dinosaures et les plus anciens poissons, ont disparu. La météorite a laissé derrière elle un cratère 3 fois plus grand que Manhattan. L'endroit où elle est tombée était riche en soufre. Cette substance s'est évaporée en raison de la chaleur anormale et s'est concentrée en d'énormes nuages, entraînant des pluies acides pendant plusieurs semaines. La comète que nous venons de découvrir est 10 fois plus grosse. Si elle se dirigeait vers la Terre, tu pourrais la voir à l'œil nu bien avant son impact. Elle ressemblerait à une étoile avançant dans le ciel nocturne. Quelques jours avant que la comète n'atteigne notre planète, tu la verrais même en plein jour. Tu pourrais aussi facilement distinguer sa longue queue. En pénétrant dans notre atmosphère, la comète produirait un grondement si puissant qu'on l'entendrait même de l'autre côté de la Terre. À ce moment-là, la comète commencerait à chauffer en raison de la friction de l'air. Elle commencerait à brûler, d'innombrables débris se détacheraient du corps principal de la météorite et tomberaient sur la Terre. Au moment où Bernardinelli-Bernstein toucherait la surface de la planète, on verrait un éclair si lumineux qu'il éclipserait le Soleil. En une fraction de seconde, une quantité colossale d'énergie serait convertie en chaleur. Cela créerait l'explosion la plus puissante de l'histoire de la Terre. Elle arracherait littéralement des morceaux de la planète et les projetterait dans les airs. L'onde de choc réduirait en cendres tout ce qui se trouverait dans un rayon de quelques centaines de kilomètres. Elle continuerait à se propager dans différentes directions, brisant et pliant les arbres. Ensuite, elle atteindrait les montagnes enneigées et déclencherait d'énormes avalanches qui recouvriraient de nombreux villages. L'onde de choc ferait le tour de la planète, faisant éclater les vitres sur tous les continents. Les tsunamis seraient si hauts qu'ils dévasteraient des villes côtières entièrement. Le tremblement de terre le plus violent de l'histoire briserait le sol en créant de profondes fissures. Après l'impact, des milliards de tonnes de poussière et de cendres s'élèveraient dans le ciel. Un gigantesque nuage noir bloquerait complètement les rayons du soleil. La Terre serait plongée dans l'obscurité. Tous les débris présents dans l'air commenceraient à fondre, se transformant en une lave liquide qui retomberait à la surface, causant des dégâts considérables. Les cendres et la poussière en suspension masqueraient le soleil pendant plusieurs mois encore. En conséquence, la température sur Terre chuterait de plusieurs degrés. Même s'ils parvenaient à se réfugier dans de profonds abris et bunkers, les gens, ainsi que tous les autres organismes vivants de la planète, auraient peu de chances de survivre à cet événement. Heureusement, Bernardinelli-Bernstein ne risque pas de s'approcher de la Terre de sitôt. Pour l'instant, la comète se trouve à environ 20 unités astronomiques du Soleil. Cela représente 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil. Cela signifie que la comète va bientôt croiser l'orbite d'Uranus. En 2031, elle sera à 11 unités astronomiques de notre étoile. C'est juste à l'extérieur de l'orbite de Saturne. À ce moment, Bernardinelli-Bernstein sera au plus proche du Soleil. Puis elle retournera vers les confins du système solaire. Mais la comète ne manquera pas de revenir. Elle s'éloignera du Soleil et ralentira jusqu'à ce que la gravité de l'étoile la tire en arrière. Ensuite, elle fera un autre tour autour de notre système solaire, mais cela prendra environ 3 millions d'années. Pour l'instant, ce sont d'autres météorites dont nous devons nous préoccuper. Par exemple, 3200 Phaéton. Elle croise les orbites de Mars, de la Terre, de Vénus et de Mercure. Puis elle fait le tour du Soleil et revient. Ce cycle dure environ 523 jours. Une fois ce temps écoulé, elle recommence. Cette météorite est considérée comme potentiellement dangereuse car elle traverse l'orbite de la Terre à seulement 7,5 distance Terre-Lune. Pendant l'une de ses dernières visites, ce bloc de roche de 6 km de large a arrosé notre planète de petits météores. Comme l'astéroïde passe souvent près du Soleil, sa surface ressemble probablement au fond asséché d'un marécage de boue. Elle est couverte d'écailles et de fissures. Lorsqu'elle passe devant la Terre, ces écailles se détachent et entraînent des pluies de météores.
Mais le plus gros astéroïde potentiellement dangereux est 1999 JM8. Il a une taille équivalente à 77 terrains de football. Il passe devant la Terre à environ 9 distances Terre-Lune. Il s'approchera le plus près de notre planète en août 2137. Si une telle météorite venait à percuter la Terre, un continent entier pourrait être anéanti. Le reste du monde serait dévasté par d'immenses tsunamis, mais survivrait à l'événement. Alors naturellement, les scientifiques réfléchissent aux moyens de prévenir une telle catastrophe. La première solution est une gigantesque explosion contrôlée. Selon l'une des lois de la physique, si l'on applique une force dans une direction, elle provoquera une réaction dans la direction opposée. Donc si nous repérons un astéroïde sur le point d'entrer en collision avec la Terre, ce que nous devons faire, c'est envoyer une fusée vers lui. De cette façon, nous produirons une explosion contrôlée, pas à l'intérieur, mais juste au-dessus de sa surface. L'explosion sera dirigée vers le haut et l'astéroïde se déplacera vers le bas. Ce minuscule décalage sera suffisant pour modifier sa trajectoire, et il passera devant la Terre sans la toucher. Une autre solution consiste à envoyer un objet lourd, comme un vaisseau spatial, vers l'astéroïde. Les objets lourds possèdent leur propre gravité. Le vaisseau spatial devra donc voler tout près de la météorite qui l'attirera vers sa surface. Mais les moteurs du vaisseau spatial résisteront. Il commencera à tirer l'astéroïde dans la direction opposée. Cela changera sa trajectoire et notre planète restera intacte. Nous pouvons aussi percuter l'astéroïde avec le vaisseau spatial. Et paf! Nous pourrions également construire une station spatiale comme l'ISS. Elle serait équipée de tout un tas d'énormes loupes. Nous enverrions la station au plus près du Soleil et nous commencerions à chercher des astéroïdes potentiellement dangereux. Puis nous orienterions toutes les lentilles de façon à ce que les rayons du Soleil soient concentrés sur l'immense rocher. La chaleur commencerait à vaporiser la matière à la surface de l'astéroïde. C'est là que la physique entrerait à nouveau en jeu. La matière s'évaporerait vers le haut et l'astéroïde se déplacerait vers le bas. On pourrait aussi envelopper l'astéroïde dans un film réfléchissant, quelque chose comme du papier d'aluminium. Habituellement, les corps spatiaux absorbent la plupart des rayons du Soleil. Mais si l'astéroïde était recouvert de papier d'aluminium, les rayons se réfléchiraient sur sa surface. Cela créerait une faible force de poussée et ce serait suffisant pour éviter la collision. Et bien sûr, nous pourrions fixer des moteurs de fusée sur l'astéroïde. De cette façon, nous pourrions non seulement modifier sa trajectoire, mais aussi la contrôler. Mais cela dépendrait de sa taille et du nombre de moteurs nécessaires. Ensuite, nous pourrions utiliser ce gros rocher pour détruire d'autres astéroïdes plus dangereux. Imagine-toi aux commandes d'un vaisseau spatial filant à travers un nuage d'astéroïdes. Tu en esquives un premier, un second, et soudain, tu écrases l'accélérateur pour te cracher volontairement et à toute allure sur un astéroïde. C'est exactement ce que la NASA se prépare bientôt à faire. La mission débute à la base aérienne militaire de Vandenberg, en Californie, le 24 novembre. Suivons-la étape par étape. Le propulseur d'appoint Falcon 9 est déjà sur la rampe de lancement. Celle-ci est aussi haute qu'un immeuble de 22 étages, ou que 11 girafes, et elle peut envoyer environ 8 tonnes de matériel en orbite. On pourrait donc envoyer un gros éléphant dans l'espace, et lui fournir aussi une bonne réserve de nourriture. Compte à rebours. 3, 2, 1, allumage. Des nuages de fumée se forment et la fusée commence à prendre de l'altitude. 9 moteurs fonctionnent à pleine puissance pour faire accélérer l'appareil. À son pic, celui-ci atteint une vitesse 10 fois supérieure à celle du son. Puis les moteurs de la fusée s'éteignent, le premier étage se désarime pour retourner sur Terre. Quelques secondes plus tard, le deuxième étage reçoit son ordre d'allumage. Son unique moteur se met en marche et la fusée s'élève encore plus haut vers son orbite. La capsule de transport s'ouvre alors et libère l'engin spatial DART. DART, fléchette en français, est l'acronyme anglais qui désigne la mission consistant à tester la déviation d'un astéroïde double. Une fois libéré, le vaisseau déploie ses 2 grands panneaux solaires. Ils lui permettront de convertir l'énergie solaire en électricité pour alimenter son moteur ionique révolutionnaire. Les moteurs conventionnels créent l'accélération en brûlant des tonnes de carburant qu'ils éjectent vers l'extérieur. La fusée expulse principalement par elle-même les gaz émis. Le moteur ionique ne consommera pas de carburant. Il utilisera un champ électrique puissant pour accélérer le gaz ionisé. Comme pour les fusées classiques, ce gaz sera expulsé et créera ainsi la poussée nécessaire. Bien que le moteur ionique produise une accélération plus faible, il peut amener l'engin spatial à atteindre des vitesses plus élevées. Les moteurs de fusée ordinaires sont très performants en déplacement. En enfonçant l'accélérateur, on brûle de grandes quantités de carburant, alors que le moteur ionique, lui, accélère lentement.
Mais quand une fusée classique devra s'arrêter pour faire le plein, l'engin spatial ionique la dépassera à une vitesse folle. L'engin spatial DART commence donc son voyage d'1 an. En comparaison, un vol vers Mars prendrait environ 7 mois. Après un bond dans le temps d'1 année, voilà, nous sommes arrivés. Voici l'astéroïde Didymos. Le point le plus éloigné de son orbite se trouve à 2 unités astronomiques de notre étoile, ce qui équivaut à 2 distances Terre-Soleil. À cet endroit, le Soleil commence à exercer sur lui une force qui le tire en arrière. Puis, l'astéroïde s'avance vers l'étoile à son point le plus proche, soit un trajet Terre-Soleil. Son orbite est alors très comparable à celle de notre planète. Didymos s'est approché au plus près de la Terre à une distance d'environ 7,8 millions de kilomètres, ce qui correspond à 20 fois la distance Terre-Lune. Avec un tel écart, il faut 770 jours pour effectuer une révolution autour du Soleil. Didymos n'est donc pas encore considéré comme un astéroïde dangereux, mais avec le temps, il va se rapprocher de plus en plus de notre planète. Et les conséquences d'une collision pourraient être catastrophiques étant donné sa taille. Il est plus grand que 2 Empire State Building. Il effectue un tour complet sur lui-même en 2 heures et 15 minutes. Il accumule donc une énorme quantité d'énergie. Et en plus, il a un compagnon, un autre astéroïde. Celui-ci forme un petit caillou de 160 mètres de large, ce qui correspond à 12 bus ou encore 10 wagons de train. Sa période orbitale, c'est-à-dire le temps qu'il met pour effectuer un tour complet de Didymos, est d'environ 11,9 heures. La NASA pense que les astéroïdes d'une largeur maximale de 25 mètres ont de grandes chances de se consumer complètement en pénétrant dans notre atmosphère en raison de la friction intense subie au contact de l'air. Ils ne sont donc pas dangereux. Les astéroïdes dont la taille est comprise entre 25 et 800 mètres, en revanche, ne se consumeront pas entièrement et pourraient causer de graves dommages. Les astéroïdes d'une taille supérieure à 800 mètres pourraient rayer de la carte de grandes métropoles, voire même des États entiers. En ce sens, nous pouvons considérer Didymos comme potentiellement dangereux. Nous allons donc tester sur lui une méthode de défense, l'impact cinétique. C'est pour cette raison que nous avons envoyé DART à sa rencontre. Notre engin spatial va donc bien heurter un astéroïde. Seulement, on ne vise pas son corps principal, mais le petit caillou qui l'accompagne. DART se déplace déjà vers lui à environ 6,6 km par seconde. À cette vitesse, un voyage de New York à Washington prendrait moins d'1 minute. Un trajet d'une côte à l'autre des États-Unis, environ 10 minutes. DART se rapproche, 3 secondes avant l'impact. 2, 1, boum! L'engin spatial s'écrase sur l'astéroïde à toute vitesse. Quelles sont tes prédictions? Le rocher spatial explose, réduit en pièces, ou bien il ricoche sur le corps principal qui se retrouve alors projeté dans l'espace comme une boule de billard? Eh bien, les scientifiques prédisent que cette collision réduira la vitesse de ce petit caillou d'une fraction infime et pourtant suffisante pour réduire sa période orbitale de quelques minutes. Nos télescopes terrestres pourront alors étudier plus en détail les effets de cette collision. Et pour en apprendre encore plus, nous enverrons un autre vaisseau sur Didymos pour une mission parallèle. Il s'agit de la mission Hera, dont le lancement est prévu pour 2024 pour une arrivée sur Didymos vers 2027. Cet engin spatial transportera divers équipements et matériaux de recherche afin d'évaluer les dommages causés par la collision avec DART. À son arrivée, Hera prendra de nombreuses photos du petit astéroïde et devrait y inclure un cratère d'impact récent. Hera transportera aussi 2 CubeSats, des nanosondes plus petites qu'une boîte à chaussures. Ces mini-satellites seront lancés vers l'astéroïde pour permettre une manœuvre de proximité. Les sondes étudieront alors ce petit corps céleste durant 3 à 6 mois. À la fin de la mission, l'une d'entre elles tentera d'atterrir à la surface de l'astéroïde pour en apprendre encore davantage sur sa composition et sa structure interne. Il est aussi possible que Hera transporte un mini-percuteur. Cet outil devra permettre de produire un nouvel impact sur l'astéroïde. Les scientifiques pourront alors évaluer la différence entre les impacts formés par un grand instrument spatial et ceux causés par un plus petit, et comprendre comment nous défendre contre les astéroïdes à l'avenir. En théorie, nous n'avons pas besoin d'envoyer une fusée géante sur un astéroïde dangereux pour le détruire. Une seule frappe pourrait suffire à modifier légèrement sa trajectoire. À l'échelle cosmique, altérer une trajectoire, même de manière infime, peut radicalement changer le point d'arrivée d'un astéroïde. Mais l'impact cinétique n'est pas le seul moyen de lutter contre les astéroïdes néfastes. Tu connais le tracteur à gravité? Avec cette option, nous devons aussi envoyer un véhicule spatial vers l'astéroïde. Seulement, il ne s'écrasera pas dessus. Il devra entrer en orbite autour de lui. Tout astéroïde exerce une force d'attraction. Celle-ci attirera donc l'engin spatial vers le corps céleste, tandis que les moteurs du vaisseau maintiendront son altitude. Alors, l'astéroïde lui-même commencera à être attiré vers le vaisseau spatial.
Cette méthode est assez fiable, mais prend beaucoup de temps, et elle ne fonctionnera que si nous détectons un astéroïde potentiellement dangereux plusieurs années avant son arrivée. Il nous faudrait disposer de suffisamment de temps afin d'envoyer un vaisseau spatial vers l'astéroïde, puis utiliser la technique du tracteur gravitaire. Une autre alternative serait d'utiliser un laser. Dès qu'un astéroïde est découvert, nous pouvons diriger un puissant rayon laser vers lui. Il chauffera l'astéroïde en un point précis, ce qui provoquera l'évaporation d'une partie de sa matière. Et c'est là que la physique entre en jeu. La matière située sur le haut de l'astéroïde s'évapore du même côté. Cela provoquera le déplacement de l'astéroïde à l'opposé. C'est comme pour nos moteurs de fusée. Le carburant est expulsé dans une direction et le vaisseau spatial se déplace dans l'autre. Nous pouvons aussi utiliser l'énergie solaire au lieu des lasers. Pour cela, nous devons construire une énorme station spatiale remplie de loupes. As-tu déjà essayé de graver des lettres sur une surface en bois à l'aide d'une loupe ? Eh bien, nous ferions la même chose, mais sur un astéroïde. Notre station spatiale devra concentrer un grand nombre de rayons solaires en un seul point de l'astéroïde. Là encore, une portion de sa matière s'évaporera à cause de la montée en température, ce qui entraînera une légère modification de sa trajectoire initiale, évitant ainsi notre planète. Et pourquoi pas une feuille d'aluminium ? Eh oui, nous pouvons éviter une collision avec un astéroïde en utilisant du simple papier aluminium. Il nous faudrait envelopper l'astéroïde dans ce matériau réfléchissant. Au lieu d'absorber les rayons du Soleil, l'astéroïde les réfléchira. Ceci aura pour effet de créer une certaine pression à sa surface. Ce sera comme si les rayons du Soleil poussaient l'astéroïde et sa trajectoire en sera modifiée. L'option qui n'est pas la plus évidente mais la plus fiable est celle des moteurs de fusée conventionnels. Nous pouvons ainsi installer sur l'astéroïde de nombreux moteurs dont la puissance d'accélération changera la trajectoire. Avec suffisamment de moteurs, nous pouvons même prendre le contrôle de l'astéroïde. Ainsi, lorsqu'un rocher spatial plus gros encore apparaîtra à l'horizon, nous mettrons nos moteurs en route et dirigerons notre astéroïde droit sur lui. Une telle collision pourrait même complètement détruire un astéroïde de très grande taille, ce qui donnerait à voir un spectacle lumineux absolument spectaculaire. Il y a 66 millions d'années, un énorme astéroïde a frappé la Terre et a déclenché l'extinction massive de presque toutes les créatures vivantes de la planète, y compris les dinosaures. Si l'objet spatial s'était écrasé ailleurs, certains dinosaures auraient pu survivre et vivraient encore de nos jours. Selon certaines recherches, l'astéroïde avait environ une chance sur 10 d'anéantir les dinosaures et les autres animaux de l'époque. Il était bien plus probable que l'astéroïde s'écrase sur le sol sans qu'il y ait de conséquences destructrices majeures. Pour comprendre comment les choses auraient pu se passer si la collision avait eu lieu ailleurs, nous devons découvrir ce qui s'est passé ce jour-là et pourquoi la catastrophe a été si dévastatrice. Cet énorme rocher spatial est tombé sur la zone côtière de la péninsule du Yucatan au Mexique. Cela a provoqué une réaction en chaîne qui a déclenché des catastrophes naturelles dans le monde entier. L'endroit où l'astéroïde est tombé s'appelle le cratère de Chicxulub. Aujourd'hui, la moitié de cette zone est sous l'eau. L'astéroïde avait un diamètre d'environ 12,1 km et se déplaçait à une vitesse de 43 443 km/h. Ce rocher, plus gros que l'Everest, se dirigeait vers la Terre à une vitesse près de 40 fois supérieure à celle du son. Waouh! L'énergie libérée lors de la collision a été aussi puissante que l'explosion d'environ 10 milliards de bombes atomiques. Et la force destructrice de l'onde de choc n'était qu'une des nombreuses catastrophes. L'astéroïde est tombé dans l'un des pires endroits possibles. Et à cause de la façon dont il est tombé, il a projeté une énorme quantité de poussière dans l'air. Imagine que tu sautes dans l'eau comme un athlète professionnel à la verticale et que tu produises très peu d'éclaboussures. Et maintenant, pense à la quantité d'eau qui éclabousse lorsque tu sautes dans la piscine comme un boulet de canon. Donc l'astéroïde a atterri comme un boulet de canon. La deuxième catastrophe provoquée par l'astéroïde est la combustion de la suie. Une petite partie de la surface de la Terre est constituée de roches. Seul un infime pourcentage de cette partie était riche en pétrole et en soufre à l'époque. L'astéroïde a brûlé et soulevé tant de suie dans l'air qu'il y aurait de quoi remplir un stade de baseball couvert. Selon les recherches, il y a 65 millions d'années, seuls 13% de la surface de toute la planète aurait pu contenir la quantité de matière organique nécessaire pour supporter la formation d'un tel volume de suie. C'est pourquoi cet endroit est considéré comme le pire. Si la catastrophe s'était produite sur les 87% restants, les dinosaures seraient encore en vie aujourd'hui. Un énorme nuage de suie et de dioxyde de carbone s'est élevé dans l'air et a recouvert le Soleil.
La suie a rendu le ciel gris et a partiellement bloqué la lumière du soleil. Cela a entraîné une chute rapide des températures sur presque toute la planète. On aurait dit que la Terre était plongée dans un voile gris. De nombreuses plantes et animaux n'ont pas pu survivre à la vague de froid. Les arbres ont commencé à se dessécher à cause du manque de soleil. Le processus de photosynthèse a été perturbé. Le froid et le dépérissement des arbres ont entraîné une autre catastrophe, la famine mondiale. Les herbivores ont été incapables de survivre car ils avaient perdu presque toute leur nourriture. Les plantes, les fleurs et les arbres n'ont pas réussi à survivre à la catastrophe. Ces destructions se sont propagées bien au-delà du site d'impact de l'astéroïde. Des particules de poussière chaude, des morceaux d'astéroïdes et de petits morceaux de roches se sont déposés au sol sur tout le continent et ont provoqué des feux de forêt à grande échelle. Les arbres en feu ont projeté encore plus de suie dans l'air, ce qui a encore aggravé la situation. L'énorme astéroïde a apporté de l'espace des métaux lourds avec des niveaux de toxicité très élevés. La fonte de ces substances lors de la collision a provoqué des tempêtes de feu. L'astéroïde n'a pas seulement touché des terres continentales, mais aussi les eaux, ce qui a déclenché un énorme tsunami. Mais ce n'est pas le pire. Le fond de la mer était rempli de sulfate, et lorsque l'énergie de l'astéroïde l'a brûlé, cela a provoqué la libération d'acide sulfurique dans l'atmosphère. Le nuage d'acide s'est mélangé à un nuage de suie et a commencé à se répandre dans le ciel. Des particules de roches brûlantes sont tombées sur le sol comme une pluie de feu. Une pluie acide a commencé à cause du soufre. Elle a duré plusieurs jours et n'a laissé aucune chance aux animaux de survivre. Les pluies acides ont empoisonné l'eau des rivières, des lacs et des mers. L'acide a détruit tout ce qui ne pouvait pas brûler. Une partie des nuages est allée détruire la Terre et l'autre partie, l'océan. La situation s'est encore aggravée quand les gouttelettes de soufre ont anéanti une grande quantité d'algues et de phytoplancton. L'océan génère près de la moitié des réserves d'oxygène de notre planète. À cette époque, les créatures marines qui vivaient dans ces parties supérieures ont été détruites. Ce n'est pas l'onde de choc, mais le manque de soleil, l'acide, l'obscurité et le froid qui sont en fait les principales raisons de l'extinction des dinosaures. Mais même lorsque certains lézards ont échappé au feu et au soufre, ils ont alors rencontré les déchaînements marins. L'impact de l'astéroïde a provoqué des tsunamis à grande échelle sur toute la planète. La toute première vague avait une hauteur d'environ 1,6 km. C'est presque 3 fois plus que l'Empire State Building. Des milliards de litres d'eau se sont déplacés à une vitesse de 145 km/h. Une vague aussi puissante pourrait facilement détruire la moitié de New York aujourd'hui. La météorite a créé une série de vagues de 15,8 mètres de haut. De gigantesques murs d'eau de la taille d'immeubles de 5 étages se sont fracassés sur la côte et ont tout démoli sur leur passage. Le manque de lumière du soleil, la baisse de température, les pluies acides et incendiaires, la réduction de la production d'oxygène, les feux de forêt, les tsunamis géants et la vague explosive de la puissance d'1 milliard de bombes atomiques, tout cela a réduit la diversité biologique de la Terre de 75%. Oui, ça bouleverse le climat, c'est sûr. Des astéroïdes géants avaient déjà frappé la Terre auparavant, mais ils n'ont jamais provoqué de telles catastrophes sur toute la planète. Et si cet astéroïde était tombé dans un autre endroit, disons une forêt, loin de l'eau et des terrains montagneux? Cela aurait provoqué de graves incendies. Un énorme nuage noir de cendres se serait élevé dans le ciel et aurait masqué le soleil, mais il n'aurait probablement pas généré de pluies acides ou de pluies de feu. La plupart des espèces de la planète auraient pu survivre à cette catastrophe. Et si la météorite était tombée quelque part au milieu de la glace et de la neige? Cela aurait provoqué une augmentation rapide de la température sur toute la planète. D'énormes tsunamis auraient submergé de grandes étendues de terre. Cependant, les cendres et le dioxyde de soufre n'auraient pas rempli le ciel. Les pluies acides n'auraient pas touché l'océan. De nombreuses créatures marines auraient pu survivre et vivre jusqu'à ce jour. Et les dinosaures vivant loin des océans n'auraient pas du tout remarqué la chute de la météorite. Les événements les plus terribles se seraient probablement produits si une météorite était tombée sur un volcan en activité. Cela aurait déclenché la plus grande libération de lave de l'histoire. Des tremblements de terre destructeurs auraient commencé et le ciel entier aurait été recouvert de cendres volcaniques. Et si la météorite avait frappé un désert? Elle aurait fait fondre des milliards de tonnes de sable et les aurait transformés en verre. Imagine des dunes de verre qui réchauffent encore plus notre planète. Et nous pourrions déterrer les restes bien préservés d'anciens lézards dans le verre. Bref, il existait de nombreux scénarios catastrophiques possibles, et le pire d'entre eux s'est réalisé pour les dinosaures. Il est peu probable qu'ils reviennent un jour, mais peut-être peuvent-ils renaître.
Des scientifiques se sont inspirés d'une idée tirée d'un célèbre film hollywoodien. Ils voulaient trouver un moustique qui se serait retrouvé coincé dans de l'ambre. Ils en auraient extrait l'ADN de dinosaures. Mais cela pose un problème. Le plus ancien échantillon d'ADN qu'ils ont réussi à trouver avait 1 million d'années. Les dinosaures se sont éteints il y a environ 66 millions d'années. En outre, l'ADN est une chose très fragile. La probabilité qu'ils aient pu être conservés intacts quelque part pendant si longtemps est très faible. Ainsi, au lieu de rechercher l'ADN de cet ancien dinosaure, les scientifiques ont décidé de prélever l'ADN des plus proches ancêtres de ces lézards, les oiseaux. Au cours de millions d'années d'évolution, les pattes des dinosaures auraient pu se transformer en ailes et les bouches allongées en bec. Les pélicans sont très semblables aux ptérodactyles, les autruches ressemblent aux vélociraptors et les poulets ressemblent beaucoup aux T-Rex. Bon, arrêtons-nous un instant et imaginons un poulet de la taille d'un T-Rex. Salut toi, tu veux un morceau de moi? Un poulet ordinaire est considéré comme le plus proche parent de l'énorme lézard. Enlève-lui le plumage, recouvre-le d'écailles, donne-lui une bouche dentée au lieu d'un bec et attache-lui une longue queue. Et tu obtiens un véritable mini tyrannosaure par sa structure corporelle et ses mouvements. Au plus profond de son ADN, on trouve des gènes similaires à ceux que possédaient de redoutables prédateurs. Avec l'aide du génie biologique, les scientifiques prévoient de jouer avec son ADN et d'essayer d'inverser l'évolution. Ce qui signifie que la reproduction des dinosaures peut devenir une réalité. Eh bien, cela pourrait se retourner contre toi. Voilà, c'est la fin. Tu emballes tout ce que tu peux dans les sacs que tu peux trouver. Nourriture, vêtements, articles de toilette. Les nouvelles défilent en arrière-plan. Les alertes rouges clignotent sur l'écran. Tu regardes ta montre et tu sais qu'il est l'heure. Tu n'as même pas encore fini de faire tes bagages. Tu te précipites hors de chez toi et tu vois les gens trimballer des valises à la hâte. Tu montes dans ta voiture et tu pars aussi vite que possible en évitant les gens qui courent partout. Tu arrives à un endroit isolé dans les bois. Cela fait des années que tu travailles sur ton bunker. Il est capable de résister aux pires conditions, les tornades, les ouragans, les volcans et, avec un peu de chance, les astéroïdes. Tu cours vers le bunker, caché derrière quelques buissons et quelques arbres. Il n'y a aucune chance que quelqu'un sache qu'il est là. La porte ressemble à celle des coffres-forts de banque contenant d'énormes sommes d'argent. Derrière, une échelle qui descend de 9 mètres à travers un tunnel sombre. La première chose que tu fais, c'est de mettre le courant. Tout fonctionne avec des batteries robustes, alimentées par les panneaux solaires du dessus, sans compter le générateur de secours alimenté par du carburant. Avec un peu de chance, tu n'auras pas besoin de l'utiliser, mais 2 précautions valent mieux qu'une. Le bunker entier est construit en béton et en acier pour maintenir une durabilité maximale. Les murs ont plusieurs dizaines de centimètres d'épaisseur. Tu peux enfin pousser un soupir de soulagement car tu l'as atteint juste à temps. Tu sens soudain le sol vibrer. Les murs tremblent. La peur te serre la poitrine lorsque toutes les portes des armoires s'ouvrent et que la nourriture stockée commence à dégringoler. As-tu mal calculé? Est-ce que ce truc va tenir le coup? L'astéroïde est tombé loin de l'endroit où tu te trouves. Mais on a l'impression qu'il est tombé juste au-dessus de toi. Le bruit est assourdissant et les ondes de choc semblent ne jamais se terminer. La lumière vacille, la poussière en suspension trouble ta vision et remplit tes poumons. Tu attrapes un masque avec une dernière pensée. Ça y est, le bunker va s'effondrer. Au moins, j'aurais essayé. 1 mois plus tard, tu prépares le petit déjeuner après une autre nuit blanche. Heureusement, tu as stocké plus qu'assez de nourriture. Et quelle variété! Du thon en boîte, du bœuf séché, des haricots, des sardines. Et puis il y a les produits secs. Du riz, du lait en poudre, des pâtes, des nouilles et même des sucreries, du miel et du chocolat. Tu t'es aussi permis des sodas et des jus de fruits, mais l'eau constitue la majeure partie des liquides que tu as stockés. Cet endroit est et sera ta maison pendant, qui sait, des semaines, des mois, des années. Cette pensée te fait froid dans le dos. Au moins tu te trouves dans un endroit idéal, loin dans les terres et de toutes côtes, de sorte qu'un éventuel raz-de-marée ne devrait pas pouvoir inonder ta région. Tu ne peux pas imaginer à quoi ça ressemble là-haut. Tu as besoin d'une distraction pour te distraire du pire des scénarios. Tu te promènes dans ta maison comme un agent immobilier qui la ferait visiter à des acheteurs potentiels.
À l'entrée se trouve le salon. Un canapé et une table basse avec quelques vieux magazines et des jeux de société. Devant toi, une petite télévision à écran plat et un lecteur DVD. Malheureusement, pas d'internet, mais tous ces films devraient te tenir compagnie pendant un moment. Sur une table à proximité, il y a un système de radio et de télécommunication qui constitue tes oreilles et ta voix vers l'extérieur. Il y a aussi une bibliothèque avec toutes sortes de livres. Des classiques, des contemporains, de tous les genres, tant que cela t'occupe l'esprit. Et si rien de tout cela ne t'aide à passer le temps, il y a toujours les consoles de jeux vidéo reliées à la télé. Ah oui, et la salle de gym. Plutôt rudimentaire, juste un tapis de course et des haltères. Tu essaies de faire beaucoup de cardio et d'haltérophilie pour te maintenir en forme et en bonne santé. En tout cas pour quelqu'un qui vit sous terre comme une taupe. Bien sûr, il y a la cuisine. Il y a un mini-frigo de bonne taille et un évier en acier inoxydable, avec un tas de placards pour ranger toutes tes provisions. Tu as relié cet endroit avec des tuyaux qui amènent l'eau potable. Au cas où ceci cesserait de fonctionner, tu as aussi stocké de l'eau. La salle de bain a des toilettes fonctionnelles, un lavabo et une douche reliés à la pompe d'eau chaude. Il y a même un lave-linge et un sèche-linge à proximité. Il y a aussi un petit atelier. Si quelque chose se casse, tu peux le réparer ici. Tu peux aussi construire des choses à partir de matériaux de récupération. Une chaise ou une table si nécessaire, ou une petite figurine à mettre sur l'étagère pour te tenir compagnie. En descendant quelques marches, on trouve une autre pièce vitale du bunker, la serre. Pour des raisons évidentes, tout est alimenté avec de la lumière artificielle. Tu serais bien plus mal loti si tu n'avais pas tes fruits et légumes frais. Tout cela est autonome également. Toutes les récoltes pourries et autres mauvaises herbes servent à faire du compost pour le sol afin de le garder bien nourri. En revanche, tu peux oublier la viande pour les protéines. Le quinoa, les haricots, les lentilles, les pois chiches et les champignons font le travail. Et juste au cas où tu n'aurais pas tous les minéraux dont ton corps a besoin, tu as réussi à faire des réserves de compléments alimentaires. La vitamine D est un élément important pour la vie sous terre, privée de soleil. Non loin de ta petite ferme souterraine se trouve ta chambre. Elle est dotée d'un grand lit, d'une table de nuit à droite, d'une petite armoire à gauche. Tu n'as pas beaucoup de variété dans tes vêtements, mais qui va remarquer que tu portes 2 fois la même tenue? Les acariens? Il faut descendre une échelle pour trouver la salle du générateur. Ce n'est pas pour rien qu'elle est plus profonde et scellée avec des matériaux insonorisés. Le générateur s'enclenche de temps en temps et il est assez bruyant. Il est également relié au système de ventilation, de sorte que l'échappement se fait à l'extérieur. Ensuite, il y a la salle poumon. Toutes ces boîtes d'apparence bizarre sont des pompes qui apportent l'oxygène du monde extérieur. Elles sont dotées d'un système de filtration avancé pour nettoyer l'air avant de le propulser dans ton abri. En bas, il y a aussi la salle de stockage. Toutes les pièces de rechange y sont. Un canapé supplémentaire, un matelas, des éviers. Même 2 congélateurs pour les produits surgelés, juste au cas où. Comment se déroule une journée type dans le bunker? D'abord, tu prépares le petit déjeuner et prends une tasse de café. Ensuite, tu te diriges vers la radio pour savoir s'il y a eu des nouvelles du monde extérieur. Jusqu'à présent, il n'y en a pas eu. Dès que tu as terminé, tu te diriges vers la serre pour t'occuper de ton potager. Tu aimes vraiment être là car tu as l'impression d'être à l'extérieur et de profiter de la nature. Au moins un petit peu. Tu choisis tout ce qui est mûr et tu l'apportes à la cuisine pour le laver. Et c'est déjà l'heure du déjeuner. Tu te prépares une bonne salade de concombres, de tomates et de laitue. Quelques betteraves pour aller avec, des pâtes et tu manges tout. Après le déjeuner, tu regardes un DVD que tu n'as pas vu depuis longtemps. Après le film, tu fais le tour de l'abri en vérifiant rapidement les niveaux d'oxygène et d'eau. Il se trouve qu'aujourd'hui est aussi le jour où tu as prévu de vérifier le générateur. Tu descends au sous-sol pour jeter un coup d'œil sur le niveau de carburant et les filtres à oxygène. Tout va bien jusqu'à présent. Cependant, l'idée d'un séjour encore plus long t'inquiète. Et si tu arrives à court de carburant? Tu passes quelques heures dans l'atelier à bricoler. En ce moment, il n'y a pas de projet de réparation et tu ne te sens pas particulièrement créatif. Alors tu vas à la salle de sport. Aujourd'hui, c'est le jour des jambes. Ce que tu redoutes, il y a des choses qui ne changent pas. Avant que tu t'en rendes compte, c'est l'heure du dîner.
Tu fais chauffer des nouilles et tu te détends dans le salon en écoutant quelques-uns de tes morceaux préférés sur le lecteur de musique. Cet abri t'a coûté un peu plus de 100 000 € pour le creusage du site, la construction et l'installation de tous les systèmes nécessaires à ta survie. Et cela n'inclut pas la nourriture supplémentaire et les activités personnelles prévues pour le bunker. Oui, tu as de la chance. Tous ces luxes rendent la vie presque agréable. Aucune nouvelle du monde extérieur après un mois entier. Tu as toujours été un peu introverti, mais cet endroit commence à te peser un peu. Tu te sens seul. Le son de la radio te fait sortir de tes pensées. Des parasites? Non, une voix étouffée. Quelqu'un essaie de te contacter. Tu te précipites vers la radio, tu trébuches presque à cause du choc. Enfin, tu es submergé par l'émotion. Tu t'es bien habitué à ta vie sous terre, mais il est enfin temps d'ouvrir la porte et de te risquer dans le vaste monde. Ils ont régné sur la planète plus de 170 millions d'années. Puis, ils ont disparu. L'histoire dit qu'un énorme astéroïde a frappé la péninsule du Yucatan il y a environ 66 millions d'années. Cet astéroïde a provoqué de terribles changements environnementaux, notamment des débris dans l'air, qui bloquaient la lumière du soleil, si bien que les plantes ne pouvaient pas résister. La température à la surface de la Terre a chuté et les animaux ont lutté pour survivre jusqu'à ce qu'ils finissent par s'éteindre. Ça, c'est ce que de nombreux paléontologues pensent. D'autres disent que les dinosaures étaient sur le point de s'éteindre avant l'arrivée de cet astéroïde. Déjà 10 millions d'années avant. Les espèces les plus anciennes n'ont pas évolué suffisamment pour s'adapter aux changements environnementaux tels que l'élévation du niveau des mers, l'activité volcanique massive ou les ères glaciaires. Les dinosaures préféraient la chaleur qui leur permettait de conserver leur température corporelle stable. Les dinosaures vivaient sur les 7 continents, même en Antarctique, car il n'y avait pas de glace là-bas à l'époque. Il y a environ 90 millions d'années, c'était une forêt tropicale marécageuse avec un climat chaud et agréable. Même sa localisation était différente, car elle se trouvait à 900 km du pôle sud de l'époque. Le niveau de la mer était 170 mètres plus élevé qu'aujourd'hui. Et la température de la surface de l'eau pouvait atteindre près de 35 degrés Celsius. L'Antarctique connaissait encore une sorte de nuit polaire, donc plusieurs mois sans soleil, mais le climat autour du pôle sud était doux et tempéré et surtout sans glace. Les dinosaures ne muaient pas d'un coup comme les reptiles d'aujourd'hui. Les scientifiques pensent qu'ils perdaient leur peau par petits morceaux et qu'ils avaient une sorte de fourrure de dinosaure. Le Pégomastax ressemblait à un croisement entre un porc-épic et un perroquet. Cet herbivore avait des mâchoires de 2,5 cm de long, équipées d'un petit bec et de longues dents auto-aiguisantes, qu'ils utilisaient comme des ciseaux pour découper les plantes. Notre lion moderne a une morsure puissante, mais le puissant T-Rex mordait bien plus fort. Le roi des dinosaures avait la morsure la plus forte de tous les animaux terrestres, 3,5 fois plus forte que celle du record actuel, détenu par le crocodile marin d'Australie. Il avait également les dents les plus longues, près de 25 cm de long, soit la longueur d'un iPad. La plupart des animaux modernes ont le sang chaud ou froid, mais celui des dinosaures se situait entre les deux. Les scientifiques pensent qu'ils étaient principalement mésothermes, ce qui signifie que l'activité de leurs muscles réchauffait leur corps, mais que leur température corporelle pouvait également fluctuer. De nombreux dinosaures comme le Triceratops ou le Stégosaure avaient des pointes, des plaques, des cornes ou des crêtes sur le corps. Avant, on pensait que c'était des moyens de défense car ils n'avaient ni dents pointues ni griffes. Mais les scientifiques ont ensuite pensé que c'était probablement un moyen servant à impressionner leurs partenaires et à identifier les membres de leur espèce. Le Pachycéphalosaure avait même un casque en os sur la tête. Dans les films, on voit souvent les dinosaures grands comme des immeubles, mais la plupart étaient principalement de taille humaine, voire plus petits. Mais les os plus gros se fossilisaient plus facilement. C'est pourquoi on a surtout retrouvé des espèces gigantesques. L'Éoraptor, ou voleur de l'aube, est le premier dinosaure à avoir reçu un nom. Petit et plein de dents, il a reçu son nom parce qu'il vivait à l'aube de l'ère des dinosaures. Il faisait la taille d'un berger allemand, mais n'était pas aussi sympa. Avec son dos voûté et recouvert de plaques osseuses et sa queue recourbée, l'ankylosaure était la version géante du tatou. Son point faible était son ventre mou, mais les dinosaures carnivores qu'il y avait après lui devaient d'abord arriver à le retourner, et c'était vraiment dur à cause de son impressionnante armure. On pense que même ses paupières étaient couvertes d'os.
Certains dinosaures mangeaient de la viande, d'autres des plantes, et certains pouvaient même manger des cailloux. Le Gallimimus ne pouvait pas mâcher les plantes qu'il mangeait. Il ingérait donc des cailloux pour broyer sa nourriture. Il ressemblait à un étrange mélange entre un dinosaure et un oiseau, et ses poignets n'étaient pas capables de maintenir ses pattes avant parallèles au sol. Il n'aurait pas pu jouer au basket, le pauvre. Les plus grands dinosaures étaient herbivores. Les carnivores ou théropodes étaient généralement plus petits. Ceci s'explique par le fait que les dinosaures herbivores dévoraient d'énormes quantités de nourriture, avalant parfois des branches entières sans les mâcher. Certains pouvaient manger 1 tonne de nourriture par jour, soit le poids d'un bus. Ces dinosaures étaient aussi plus nombreux que les autres. Les scientifiques ne savent toujours pas si les dinosaures carnivores étaient capables de se coordonner pour chasser en groupe, car ils semblaient peu amicaux les uns envers les autres, surtout lorsqu'il s'agissait de partager des proies. En observant la forme des yeux sur les fossiles, on pense que les dinosaures se déplaçaient surtout le jour et que seuls les petits dinosaures carnivores, comme le Vélociraptor, étaient actifs pendant la nuit. Ils chassaient ces petits mammifères qui cherchaient de la nourriture pendant que les grands dinosaures dormaient. Ces petits mammifères étaient généralement des animaux fouisseurs qui ont survécu au règne des dinosaures et à la période glaciaire en se cachant sous terre. Tous les mammifères ne se cachaient pas des dinosaures. Certaines créatures, comme le Répénomamus, volaient même les œufs des grands dinosaures, ce qui n'était pas facile puisqu'elles devaient éviter la maman dinosaure. Les chercheurs pensent que les dinosaures ont commencé à battre des ailes sur le sol pour courir plus vite afin d'attraper leur proie. C'est ce qui leur aurait progressivement permis d'apprendre à voler, après des milliers d'années d'entraînement bien sûr. Les dinosaures avaient des poils et des plumes, même les premières espèces qui ne volaient pas, comme le gigantesque et effrayant T-Rex velu. Les films mentent, tu ne pourrais pas rester immobile en espérant qu'un T-Rex passe à côté de toi sans te voir. Sa vision était probablement meilleure que celle des rapaces d'aujourd'hui, et il avait un très bon sens de l'odorat. On estime que le T-Rex pouvait courir à 19 km/h, mais qu'il se serait brisé les os s'il courait plus vite. Certaines espèces avaient une queue de plus de 15 mètres de long. Elle les aidait à garder leur équilibre, surtout pour ceux qui couraient sur 2 pattes. Les vélociraptors ne ressemblaient pas à ceux que nous voyons dans les films, mais plutôt à des sortes de poulets préhistoriques. Petits, un peu plus gros qu'une dinde, 60 cm de haut. Ils avaient des plumes et des os creux comme ceux des oiseaux, et ils étaient solitaires. Mais ils faisaient partie des dinosaures les plus intelligents, car leur cerveau était très gros par rapport à leur corps. Ils étaient aussi intelligents que nos autruches actuelles. Leur nom signifie « voleur rapide ». Les stégosaures avaient un corps massif, des plaques à pointe et un cerveau minuscule de la taille d'une noix ou d'un citron. Mais au moins, ils avaient un climatiseur intégré. On a découvert que leurs pointes étaient pleines de veines, ce qui favorisait les échanges thermiques et permettait à leur corps de refroidir. Le Dimorphodon était un reptile volant de 2,5 mètres d'envergure, doté de dents polyvalentes. Celle de sa mâchoire supérieure était plus longue et plus pointue pour mieux saisir sa nourriture dans l'eau, et celle de la mâchoire inférieure servait à retenir ses proies. Les premières découvertes de fossiles ont eu lieu en Chine il y a 3500 ans. On ne connaissait encore rien des dinosaures, c'est pourquoi on pensait que les dents découvertes appartenaient à des dragons. L'Hadrosaurus avait un bec de canard doté de plus de 1000 dents. Quand elles tombaient, d'autres repoussaient. Les œufs des dinosaures étaient assez gros, certains faisant la taille d'un ballon de plage. Imagine l'omelette. Le Baryonyx était fan de poissons. Son nom signifie « lourde griffe » et il l'a obtenu grâce aux grosses griffes qu'il utilisait comme des lances pour attraper les poissons. Le Masosaure, également populaire dans les films, n'était pas tout à fait un dinosaure, mais un lézard marin, plus proche des varans et des serpents. Il pouvait élargir ses mâchoires comme le font les serpents pour avaler sa nourriture. Il était très rapide grâce à sa nageoire caudale et aux nageoires en forme de palette qu'il avait à la place des bras et des jambes. On pense qu'il avait un faible sens de l'odorat et une mauvaise perception de la profondeur, ce qu'il compensait avec une technique de chasse unique. Il attend que son déjeuner remonte à la surface pour respirer.